Il est 22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir et nous sommes le mercredi 17 juillet 2024. Bienvenue dans cette édition de votre journal de la soirée. Les titres ce soir. Visite du général allemand au quartier général de la police nationale accueilli par le directeur général de cette académie, le colonel Abdulrahman Ali Kahin. Et dans l'actualité internationale, nouveau bombardement et le bilan s'alourdit malheureusement dans la bande de Gaza. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, ce communiqué de la présidence où le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations à son homologue rwandais, Paul Kagame, donné largement victorieux au scrutin présidentiel qui eut lieu lundi dernier dans ce pays. Le score triomphal qui a disposé à votre nouvelle victoire électorale est la preuve incontestable de l'adhésion massive de vos compatriotes autour de cette vision politique, a écrit le président Guelleh dans le télégramme adressé à M. Kagame. Je forme l'espoir que la poursuite de votre action à la tête du Rwanda soit source davantage de progrès, de développement et de prospérité, a dans le même document noté le chef de l'État. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tous les concours nécessaires au renforcement des liens déjà privilégiés d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs indiqué le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, réitérant ses chaleureuses félicitations au président élu du Rwanda, Monsieur Paul Kagame. Fin de communiqué. Autre communiqué, cette fois-ci émanant de la présidente de l'Assemblée nationale par intérim, Madame Safia Elmi, qui exprime en son nom propre et au nom de tous les députés de l'Assemblée nationale de notre pays les vives félicitations et les vœux de réussite à Madame Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, dans l'accomplissement de la noble mission pour laquelle vous avez été unanimement plébiscité, a-t-elle précisé. Cette reconduction consacre votre parcours exceptionnel durant votre présidence au perchoir de l'institution européenne ainsi que les nombreux talents que vous avez déployés avec force et conviction. Il était donc capital qu'un poste de cette carrure échoie à une éminente personnalité de votre envergure, eu égard notamment à vos diverses et riches expériences politiques dans les arcanes de l'institution européenne. Malgré les enjeux complexes et cruciaux, je suis convaincu que sous votre conduite, le Parlement européen, dont les missions n'ont cessé de se développer ces dernières années, jouera au mieux le rôle qui est le sien pour renforcer donc l'adhésion à la stratégie politique de développement durable. De plus, je tiens à vous exprimer la disponibilité de l'Assemblée nationale de notre pays, c'est-à-dire la République de Djibouti, à explorer des initiatives en vue de tisser des liens de coopération et de collaboration entre nos deux institutions. Fin de communiqué. Je vous le disais en titre, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdulrahman Ali Kahin, a reçu une forte délégation de la République fédérale d'Allemagne, conduite par le général de corps d'armée Günther Schneider, qui est directeur général stratégie militaire et opération de l'armée allemande. Le général de corps d'armée Schneider a été reçu au quartier général de la police nationale par le directeur général de l'académie de la police nationale, le colonel Abdulrahman Ali Kahin. Monsieur Schneider et sa délégation donc, ont
premier lieu, à leur arrivée, salué le piquet d'honneur composé de la fanfare de la police nationale, les porte-drapeaux, la brigade et enfin le personnel féminin de la police nationale. Le général Schneider était accompagné de son conseiller référent au ministère de la Défense allemande, M. Rico Bellmond, de l'attaché de défense de l'ambassade d'Allemagne à Addis Abeba, le colonel Heinrich Timmermann et l'ambassadrice d'Allemagne à Djibouti, Dr Eke Fuller. Et après donc, cette revue des troupes, cette délégation de la République fédérale d'Allemagne conduite par le général Schneider, directeur général de la stratégie militaire et opération de l'armée allemande, s'est rendu sur les différents sites du quartier général de la police nationale. L'ont piloté le garage donc, de la police, la salle de formation de l'auto-école, la salle de transmission radio et le garage des motos de la police routière. So
Eh bien, cette visite du général allemand Schneider s'est clôturée avec la signature d'un mémorandum d'entente signé du côté djiboutien par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, et du côté allemand, bien évidemment, c'est le général Schneider, directeur général stratégie militaire et opération de l'armée allemande. Ce mémorandum d'entente portait sur le renforcement des relations de coopération entre la police nationale djiboutienne et l'armée allemande. Le général du corps d'armée allemand, Schneider, a souligné l'engagement continu et sans cesse de l'Allemagne à promouvoir cette coopération mutuelle dans tous les domaines. À la fin de la cérémonie, le chef d'état-major général des armées djiboutiens, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a décoré capitaine Ladan Sharmarke Mahmoud, officier chargé de toute la logistique de la police, mais également la capitaine Ladan s'est vue également décerner donc la médaille de chevalier dans l'ordre national du 27 juin en reconnaissance de ses bons et loyaux services. Et cette rencontre du général de corps d'armée allemand Schneider et le directeur général de la police nationale s'est clôturée avec la traditionnelle photo de famille. Autre actualité de ce 22h, l'amélioration continue des pratiques d'abattage dans le secteur agroalimentaire. C'était donc le thème d'un atelier de formation qui s'est tenu au siège du ministère de l'Agriculture. L'atelier visait donc à explorer les dernières avancées techniques et réglementaires sur les normes et hygiène d'abattage pour assurer des méthodes d'abattage sûres, efficaces et respectueuses du bien-être. Cette formation donc, a formé des participants sur les méthodes et moyens utilisés par les bouchers à l'abattoir. Les discussions de l'atelier ont mis également l'accent sur l'importance de l'innovation dans le processus d'abattage en mettant l'accent sur des techniques modernes qui garantissent à la fois la qualité de la viande et le respect des normes éthiques. C'est ce qu'a précisé dans une interview une responsable du FAO. Et ces derniers jours ont été très riches en échanges, j'ai pu comprendre, en apprentissage et en collaboration. Et il est maintenant temps de tirer le rideau sur cette expérience formatrice. Permettez-moi tout d'abord de réitérer ma gratitude envers la direction de l'élevage, notamment Dr Moussa et Dr Ibrahim. Dr Moussa, le directeur de l'élevage et des services vétérinaires et délégué de l'Organisation mondiale de santé animale, pour tout leur soutien indéfectible dans la mise en œuvre de ce programme. Leur collaboration et leur expertise ont été essentielles pour organiser cet atelier et nous leur en sommes profondément reconnaissants. Votre présence ici témoigne de votre engagement et améliore la sécurité et la qualité des produits carnés dans le Djibouti. En tant que boucher, vous avez un rôle crucial dans la protection de la santé publique en veillant à ce que les produits carnés soient sûrs, de haute qualité et conformes aux normes sanitaires. Votre travail permet de prévenir les maladies d'origine alimentaire et de renforcer la confiance des consommateurs dans nos produits. Le secteur de la viande occupe une place centrale dans l'économie de Djibouti et aussi dans sa culture. La viande constitue une source essentielle des protéines et des nutriments pour la population. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de clôture du projet Empowering Young Women Taught English Language Education qui a eu lieu le jeudi 11 juillet, marquant la fin d'une ambitieuse initiative de 6 mois visant à autonomiser les jeunes femmes djiboutiennes grâce à l'apprentissage de l'anglais. Financé par l'ambassade des États-Unis à Djibouti, ce projet a non seulement amélioré les compétences linguistiques des participantes, mais également renforcé leur confiance en elles et ouvert des nouvelles perspectives professionnelles. Initié par le groupe de solidarité des femmes en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, plus particulièrement le département anglais, cette initiative a été conçue pour répondre à un besoin urgent des jeunes diplômés souvent confrontés à des barrières linguistiques limitant leur opportunité.
Ce programme intensif et complet a développé pour offrir une formation de haute qualité. Lors de cette cérémonie, plusieurs participantes ont partagé leur expérience et les avantages qu'elles ont tirés de cette formation. Grâce à ce projet, j'ai acquis des compétences linguistiques essentielles qui m'ont permis de décrocher un emploi que je n'aurais pas pu obtenir autrement, a témoigné une participante à cette formation. Et dans un discours prononcé à cette occasion, M. David Kissling, responsable des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti, a souligné le pouvoir transformateur de l'éducation linguistique. L'anglais est un pont qui relie les cultures et ouvre un monde d'opportunités. Il a été inspirant de voir comment les participantes ont relevé ce défi non seulement en améliorant leur propre vie, mais aussi en donnant un exemple puissant pour d'autres dans la communauté. C'est ce qu'a précisé M. David Kissling lors de son interview. Et de son côté, l'inspecteur anglais Abdul Karim a indiqué que cette formation pour l'apprentissage de la langue anglaise est très importante dans notre pays, tant au niveau scolaire, professionnel, car l'anglais, a-t-il martelé, reste bel et bien la langue par excellence de l'intégration mondiale. Les objectifs de ces formations sont de maîtriser en premier lieu les fondamentaux de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral, acquérir les vocabulaires de la vie courante et communiquer en anglais dans un cadre professionnel et être à l'aise à l'écrit comme à l'oral. Fin de citation. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment la ville de l'Unité d'Ikil, où s'est déroulée une signature de mémorandum entre le conseil régional et l'ADDS. Il s'agit d'un projet marquant une étape importante dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse à la sécurité alimentaire, financé par la Banque mondiale. Ce projet donc, est financé par la Banque mondiale, administré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, est exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, à travers l'approche développement conduite par la communauté. Cette cérémonie qui a vu la participation du directeur général de l'ADDS, le préfet de la région de Dikil, le vice-président du conseil régional. La présence de tous ces responsables souligne l'importance et les soutiens accordés à cette initiative. Les contrats signés entre les comités locaux de développement et les entreprises prestataires permettront donc une mise en œuvre efficace et une réponse rapide aux besoins des populations locales. Lors de cette cérémonie, les représentants des comités locaux et des entreprises ont signé des accords de collaboration dans l'exécution de 16 sous-projets de nature différente. Et peu après, donc, un responsable du projet s'est exprimé en ces termes. Ce projet est amené à exécuter et amené à faire un appui technique pour les autorités locales et pour le comité local de développement. Donc ça, c'est l'approche dite, l'approche qui est conduite par la communauté. C'est une approche qu'on appelle DCC, développement qui est conduit par la communauté. Pourquoi conduit par la communauté? Parce que il y a plusieurs manières de mettre en œuvre les projets pour effectivement soulager les souffrances de la population. Donc cette approche, c'est une nouvelle approche que nous avons commencé à mettre en œuvre en 2022. 2022, effectivement, il y avait 20 projets dans la région de Dikil pour un montant de 70 millions qui ont été exécutés. Et ce projet connaît aujourd'hui une pérennité et une durabilité comparée par rapport aux autres projets. Donc cette approche nouvelle, au début, il y avait beaucoup de réticences lorsqu'on parlait que la communauté va signer des accords de financement avec la DDS et que les montants, le financement sera transféré au niveau du compte. Mais ça a montré vraiment qu'il y avait l'efficacité, l'efficience et la durabilité de ces projets-là. Donc si je résume un peu cette approche, c'est que cette approche, il y a plusieurs intervenants dans le cadre de cette approche. Il y a déjà la Banque mondiale qui a mis en place un fonds pour le compte du gouvernement. Ensuite, il y a le ministère des Affaires, à travers effectivement le ministère des Affaires sociales.
avec qui nous avons signé, et à la DDS ensuite, qui est une agence d'exécution des projets, qui a maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'État. Donc, il y a ensuite la préfecture qui est chargée de la légalité. Tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit la passation des marchés, que ce soit la légalisation des associations de comités, ça passe effectivement la préfecture qui a un œil légal sur l'ensemble des activités. Et puis, il y a le conseil régional qui est représentatif de la population locale, qui est un partenaire dans le cadre de cette exécution. Donc, le comité local de développement, avant d'arriver pour les prestataires, les entreprises, le rôle du comité dans le cadre de cette approche, c'est d'abord de se constituer au comité local de développement, ensuite identifier les sous-projets pour la communauté, pour apaiser les souffrances de la population locale. À ces moments-là, compte tenu des budgets qui sont limités, ils sont amenés à prioriser les projets. Et nous restons toujours à la ville de l'Unité d'Ikil, où cette fois-ci, c'est la cérémonie de la première pose de pierre pour la construction d'un réservoir d'eau de 50 mètres cubes et d'un puits à Daouao, dans la région de Dikil. Cérémonie qui marque donc la construction de ce réservoir d'eau de 50 mètres cubes et d'un puits. La construction de ces projets s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse à la sécurité alimentaire, financé par la Banque mondiale, administré par le ministère des Affaires sociales et exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS. La construction de ce réservoir et du puits représente une étape cruciale à l'amélioration des conditions de vie des habitants ruraux de cette localité de Daouao. Ces infrastructures essentielles contribueront sans nul doute à garantir un approvisionnement en eau fiable et à soutenir les efforts de protection sociale et de sécurité alimentaire dans la région. C'est ce qu'a précisé M. Mahdi, directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS. Nous sommes dans la région de Dikil où nous avons commencé une tournée. Dans cette tournée, l'objectif c'est de voir à la fois les AGR que nous avons créés pour les femmes, et notamment à Dikil où hier on a visité les AGR des 320 femmes. Donc nous avons été impressionnés par ce que les petits business ou le business que les femmes ont réalisé. Donc on a vu qu'il y a des petits business très simples avec 100 000 francs ou 200 000 francs, mais il y a aussi des gros business où il y a des hangars qui appartiennent à la communauté. Donc nous avons incité les femmes à poursuivre les business de groupe, donc à accroître leurs efforts. Et ça nous encourage à réaliser d'autres infrastructures, notamment des marchés à Dikil, où le besoin s'est fait pressant. Et nous avons également aujourd'hui signé 8 contrats sous forme de DCC, développement conduit par la communauté. Dans la région de Dikil, depuis 2023, nous sommes à 36 projets où nous avons injecté 130 millions. Et il faut savoir que cette approche, elle est nouvelle. C'est une approche où l'identification du projet, la sélection des entreprises, les paiements des entreprises se font uniquement par la communauté. La DDS assure l'expertise, le conseil régional et la préfecture également s'assurent de la légalité. Et c'est vraiment très important, ces petits ouvrages sont très importants. Ici, vous voyez, donc on va construire un puits et un réservoir pour appuyer pour mettre dans ces grands réservoirs et donc lutter contre la problématique de la soif ici à Daouao. Donc 60% de ces projets ont principalement porté sur la problématique de la soif. Donc à travers ces petits projets, vraiment nous pensons que quand nous faisons appel à une entreprise, ça nous coûte 15 millions. Quand nous faisons appel à la communauté, généralement, ça nous coûte 3 millions 500. Donc, vous voyez l'efficacité. Et comme c'est la communauté qui a identifié, qui a financé, qui contrôle l'exécution des travaux, donc elle s'approprie finalement. Et c'est ça l'avantage, c'est que s'il y a quelque chose qui se casse, c'est eux-mêmes qui vont assurer la maintenance.
Et à la page magazine et grand format de ce 22h. Ce soir, il s'agit du numérique dans le domaine de la santé. Depuis ces dernières années, le numérique a transformé profondément le domaine de la santé, apportant des innovations qui améliorent les soins, augmentent l'efficacité des systèmes de santé et ouvrent des nouvelles perspectives pour la médecine, et les applications mobiles révolutionnent dans ce cas la manière de soigner les personnes. Dans notre numéro de ce soir, ce reportage grand format propose d'explorer ces différentes facettes du numérique en santé. De nombreuses avancées innovantes dans le domaine de la technologie de soins de santé ont été réalisées au cours de siècles de pratique de la médecine, mais peu d'entre elles ont eu une influence ou un impact aussi important que la technologie numérique. Les améliorations spectaculaires dans le réseau et les ordinateurs ont non seulement élargi les possibilités de traitement médical, mais aussi transformé la façon dont les techniciens exercent leur métier. Quant à son aptitude à la précision, elle est garantie par son appartenance à la gamme ultime des supports modernes en termes d'imagerie médicale, susceptible de produire des clichés radiologiques sur plusieurs dimensions, et c'est dans un ordre pluriel d'organes vitaux, dont le cœur, le foie ou encore les reins. Ici, à l'hôpital Cheko, un nouveau scanner a été mis en service par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, en septembre 2022. Le bienfait de cet outil est visible. Le nouveau scanner acquis par l'hôpital Cheko de Belbela s'ajoute à une gamme d'instruments similaires disponibles dans notre pays depuis longtemps. Il offre aux professionnels de santé de gains précieux de temps à travers sa capacité à renvoyer directement le résultat des radiographies opérées sur l'ordinaire de médecins. La technologie numérique permet de contribuer à l'essor d'une médecine efficiente de proximité au profit de l'ensemble des pôles urbains de notre pays, tant dans la capitale et sa banlieue que dans les régions de l'intérieur. Autre numéro de ces grands formats, il s'agit du tourisme ou le campement touristique de Ditilou, localité située au cœur de la République de Djibouti, notamment dans la région de Tadjoura, qui est un véritable trésor caché. Les explications dans ce reportage. La région de Tadjoura, hormis ses récifs de corail riches en poissons de toute espèce, accueille une grande majorité de ces sites et campements touristiques qui accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventures et de randonnées des quatre coins du monde. Un des plus connus et des plus impressionnants de ces endroits est le campement touristique de Ditilou dans la sous-préfecture de Randa. Ce campement existe depuis 1987 et a déjà fait sensation à plusieurs reprises auprès des adeptes de la randonnée, des excursions au milieu d'une nature jalousement préservée et des nuits à la belle étoile. La particularité de ce campement, à l'instar de ses pairs de la République, est qu'il est situé dans une localité dont la population est partiellement éparpillée et son fonctionnement repose sur le dynamisme de ses habitants. La particularité de ce campement, c'est qu'elle est située dans la vallée de Ditilou-Touha. La vallée de Ditilou-Touha se trouve dans le mont Gouda, qui, avec le Mabla, donc, renferme pratiquement, abrite 80% de la biodiversité djiboutienne. L'impact dévastateur de l'homme dans cette contrée est inexistant, puisque les habitants de Ditilou ont fait de la protection de l'environnement leur cheval de bataille. Une terre fertile, des pluies abondantes et des hommes et femmes responsables ont fait de cette terre un lieu où il fait bon vivre toute l'année, raison pour laquelle les touristes affluent en masse pour savourer la tranquillité de cet havre de paix. Du lever du soleil au crépuscule, les visiteurs peuvent explorer les paysages spectaculaires de Djibouti et découvrir la richesse de sa faune et de sa flore. Les soirées sont animées autour du feu, offrant aux visiteurs venus en famille ou entre amis l'occasion de partager des moments conviviaux et de s'immerger dans la culture locale.
Diti-Lou, c'est l'amour de la nature d'environ 4 décennies pour la valorisation du pays et la découverte des lieux uniques en mêlant l'aventure à la vie locale. L'on a également l'occasion, en seulement quelques jours, de parcourir des paysages extraordinaires et diversifiés. Avec son expertise en agriculture et en développement rural, le propriétaire de ce paradis terrestre, l'ingénieur agronome Baragoita Saïd, a transformé Diti-Lou en un lieu d'écotourisme unique, offrant une expérience authentique au cœur de la nature. Passionné, il a consacré sa vie à la promotion du tourisme durable et à la préservation de l'identité culturelle de Djibouti. Son expertise en agriculture et en développement rural a été essentielle dans le succès de Diti-Lou. Sauvage. En tant qu'entrepreneur visionnaire, Baragoita a créé un lieu d'écotourisme unique, offrant une immersion totale dans les paysages spectaculaires de Djibouti. Le campement propose des activités variées, des randonnées en pleine nature aux rencontres avec les habitants locaux, en passant par des ateliers de sensibilisation à l'environnement. Les visiteurs peuvent séjourner dans des tentes traditionnelles décorées avec goût et savourer une cuisine locale préparée avec des produits frais et de saison. De la passion de Baragoita Saïd pour la préservation de l'environnement et la promotion de la culture locale à la diversité des activités offertes aux visiteurs, le campement de Diti-Lou incarne parfaitement l'essence même du tourisme durable. Le campement touristique de Diti-Lou a été inauguré le 15 janvier 1987 afin de contribuer au développement local, à la création d'emplois et indirectement à la promotion de l'agriculture et de l'artisanat par les achats de fruits et légumes, des produits artisanaux notamment dans les localités de Assaguela et de Goum. Aujourd'hui, le site dispose de 20 paillotes qui répondent à l'authenticité et à l'exotisme qu'attendent les tourismes. Et le campement est alimenté en énergie grâce à l'installation de panneaux solaires. Un luxe ici. Le tourisme est vraiment un complément de revenus pour les gens du coin. Cette contrée est une oasis de verdure et de fraîcheur, un univers où les randonneurs viennent pique-niquer en été quand la chaleur se fait insupportable à Djibouti, quand les manguiers offrent leurs fruits. Le campement touristique de Diti-Lou propose des randonnées pédestres à partir du site pour la clientèle locale et internationale, notamment la palmeraie de Guédani et la Grande Cascade. Mais également la forêt de Haga, palmeraie de Wer, une très belle balade qui offre une vue panoramique sur le golfe de Tadjoura. L'encadrement est assuré par des guides expérimentés ayant une très bonne formation sur la faune, la flore de la vallée, rompue au mode de vie nomade. Au cours de la marche, il est possible de voir, outre les singes verts qui se sont invités depuis une vingtaine d'années au campement, des babouins, des oréotragues, des francolins et l'aigle de Véro. Un programme de restauration des parcours dégradés pour la mise en défense a été initié depuis quelques années. Ainsi, plus de 2000 hectares de la forêt de moyenne altitude ont été aménagés, favorisant la réhabilitation d'habitats de la faune sauvage qui accueille actuellement des francolins ou encore des léopards. Diti-Lou étant un sanctuaire et une base de vie de référence pour tous les experts qui viennent faire l'inventaire des espèces animales et végétales du massif du Mangoda. Ici, à Diti-Lou, on est loin de tout, mais en contact avec la nature et la vie locale. Un site d'exception qui ne laisse pas indifférent. En somme, le campement touristique de Diti-Lou est bien plus qu'un simple lieu de séjour. C'est un véritable joyau et une porte ouverte sur l'authenticité et la beauté naturelle de Djibouti. Que vous soyez un amoureux de la nature ou un aventurier en quête de nouvelles sensations, Diti-Lou. Et en nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, ce nouveau bombardement et le bilan s'alourdit à Gaza. Au moins 80 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes dans la bande de Gaza, portant le bilan total des morts à 38 664 et celui des blessés à 89 097 personnes depuis le 7 octobre. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé du territoire. De nombreuses personnes sont encore coincées dans les décombres et sur les routes. Les sauveteurs ne parviennent pas à les atteindre, faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat. Israël a été condamné par la communauté internationale dans le cadre de son offensive brutale sur Gaza depuis le 7 octobre 2023. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.